Bonsoir mesdames, messieurs, très heureuse de vous savoir en train d'attendre ce grand rendez-vous d'actualité. C'est déjà votre émission qui commence. Le regard de ce soir, c'est rapporté sur quelqu'un que vous connaissez très bien, un habitué de cette émission, Lambert Mende Malanga. Bonsoir monsieur le ministre et bienvenue. Bonsoir, merci. Je rappelle que vous êtes porte-parole du gouvernement, ce n'est plus à rappeler, mais on doit le rappeler, la profession oblige, mais aussi ministre de la communication média, ministre de l'initiation à la nouvelle citoyenneté, mais aussi de relations avec les parlements. Bienvenue et comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Comment se porte votre morale aujourd'hui? Il faut dire que mes investigations personnelles, soit mes sondages personnels, révèlent que vous êtes l'une des personnalités aujourd'hui les plus critiquées sur les réseaux sociaux, sur le net, etc. Comment se porte votre morale au regard de toutes ces critiques? Peut-être vous découvrez les attaques contre ma personne sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Moi, je sais que ça n'a jamais cessé depuis que j'exerce la charge de porte-parole du gouvernement. Ça n'arrête pas, donc je vis avec et je me porte excellemment. Je ne vois pas quel est le problème. Rien de nouveau. C'est le même volume de réactions et il y en a beaucoup de positifs. Le volume augmente, hein, il faut quand même le dire. Non, je vous dis beaucoup de positifs et c'est ça qui me soutient, plus que les négatifs. Alors aujourd'hui, pensez-vous qu'on est en train d'envier votre poste? Possible, mais peut-être que les gens se fourvoient, peut-être que les gens se trompent sur le sens de la communication que je développe. Je serais très heureux d'engager une discussion avec l'un ou l'autre d'entre eux pour pouvoir leur dire exactement ce qu'il en est, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de malentendus. Alors même aujourd'hui, les politiques aujourd'hui vous accusent de ce fait qui vous caractérise. Selon eux, que vous contredisez souvent lorsque vous donnez les informations, après vous revenez sur cela, vous ne dites plus ce que vous aviez dit, peut-être il y a 48 heures, ou 2 jours passés, ou 3 jours passés, vous vous contredisez souvent. Ce sont des généralités. Dire à quelqu'un qui se contredit, ça ne veut absolument rien dire. Il faut dire en quoi il se contredit. Il faut me donner un exemple. Je pourrais alors réagir, mais là, il se contredit, ça veut dire quoi? Il se contredit en quoi? Qu'est-ce qu'il a dit il y a 48 heures et changé 48 heures après? C'est quoi exactement? C'est enfantin de dire cela. On vous accuse aussi de beaucoup mentir en faveur justement de votre gouvernement, en faveur de Joseph Kabila. Vous mentez même lorsque tout le monde voit que c'est le blanc, vous dites que c'est le noir, ou c'est rouge, vous dites que c'est le vert. C'est une insulte, ça n'a rien à voir avec un fait, vous ne m'avez cité aucun fait. Donc venir répéter ici les injures qu'on adresse à ma personne, je ne vois pas à quoi s'avance le débat. Alors, monsieur le ministre, on va parler de l'actualité tout de suite. On va aborder, aujourd'hui, l'actualité reste dominée par la Commission électorale nationale indépendante. D'abord, par la personne qui dirige cette institution, qui est beaucoup critiquée. Il y a une pétition. Ne suis pas le seul à être critiqué. Il y a une pétition qui est en train d'être signée, justement. Dans ce pays, quand vous faites quelque chose, vous vous faites critiquer. Je pense donc qu'il faut être fier d'être du côté de ceux que l'on critique. C'est ce que vous pensez. Parce qu'on est du côté de ceux qui font. Voilà. C'est votre point de vue, monsieur le ministre. Aujourd'hui, l'abbé Apollinaire Maloumalou devait surgir de la Senco pour débarquer dans la société civile, ensuite devenir ce qu'il est devenu. Mais vous savez très bien que dès le départ, c'était un peu très mal. Et aujourd'hui, voilà les conséquences. Presque tout le monde demande à ce que l'abbé Apollinaire Maloumalou puisse démissionner. Écoutez, Barbara, nous parlons d'une institution publique. Une institution publique fonctionne sur base de la légalité ou du règlement. Alors il y a la Constitution, il y a des lois, il y a des dispositions réglementaires d'exécution de lois qui précisent les modes d'accès à une institution publique ou de sortie naturellement. Alors vous dites l'abbé Maloumalou devait sortir de la Senco pour ceci, pour cela. Mais vous ne me citez pas les dispositions légales qui exigent que quelqu'un, parce qu'il appartient à une confession religieuse, doive être présenté par cette confession religieuse. Ce que j'ai lu dans la loi, c'est qu'une personne doit être présentée par sa composante. Et une confession religieuse, comme l'Église catholique ou d'autres, n'est pas une composante au sens de la loi. La composante, c'est des confessions religieuses, c'est-à-dire toutes les confessions religieuses congolaises. Il n'y a pas une qui a le droit de confisquer la représentation de la composante. Donc, ce que vous dites là ne tient à aucune disposition légale. Ce sont des développements comme ça, verbaux, des gens parlent, ils font passer leurs états d'âme. Mais vous savez au moins que la Senco n'était pas d'accord. On ne critique pas le fonctionnement d'une institution sans un soubassement légal. Senco d'accord ou pas, ce n'est pas Senco qui est la loi en République démocratique du Congo. La loi est écrite.
Il y a une constitution. Comme la Senco respecte la Bible, nous respectons la loi. Alors ne venez pas mélanger les genres. Ici, c'est la loi. Vous ne me donnez aucune disposition légale ou réglementaire qui exige que ce soit la Senco qui présente. Donc ce que vous dites n'est fondé sur rien que sur des sentiments. Position anticonstitutionnelle. S'il faut bien le faire, il faut faire des propositions anticonstitutionnelles. Vous m'interrompez, alors je vais vous laisser vous répondre à vous-même. Allez-y, monsieur le ministre. Si nous voulons faire les choses pour respecter le calendrier de 2016, il va falloir des aménagements que moi, je ne peux pas prendre. Voilà. Moi, Séni, je ne peux pas les prendre. Vous pouvez. C'est-à-dire avoir l'élection du gouverneur de province. Uniquement cette élection du gouverneur de province. En indirect. Pour, un, économiser de l'argent. Deux, économiser du temps. Parce qu'il est question de temps. Beaucoup de gens s'agitent autour de ce calendrier. Deuxièmement, si nous voulons continuer avec le processus actuel, la législation actuelle, c'est OK, mais il va falloir accepter un dépassement de temps. Messieurs, je vous laisse la réflexion et j'attends que vous me donniez des orientations pour que je puisse décider. Alors, vous parlez d'une hypothèse. Déjà, c'est un mensonge. Il a présenté deux hypothèses. On est en train d'en débattre. J'ai dit deux hypothèses parmi. Je dis la première hypothèse. Oui, mais il ne faut pas faire croire aux téléspectateurs qu'il n'y a qu'une hypothèse. Il y en a deux. Et des gens de mauvaise foi se sont engouffrés sur une hypothèse, faisant semblant d'oublier qu'il y en a une deuxième. Et la deuxième ne tend pas vers le sens de la modification de la Constitution. Pas du tout, mais elle tend dans le sens de l'élasticité du calendrier, ce qui gêne aussi beaucoup de gens. Donc il faut que qui va permettre à Joseph Kabila peut-être Pourquoi Joseph Kabila? Tous les sénateurs sont en dépassement. Pourquoi vous n'en parlez pas? Tous les gouverneurs de province sont en dépassement. Pourquoi vous n'en parlez pas? Tous les députés provinciaux sont en dépassement. Vous voyez l'injustice, vous voyez l'arbitraire, vous voyez la haine. Joseph Kabila a encore 3 ans devant lui. Vous ne parlez pas des gens qui ont déjà dépassé de plusieurs années. Vous allez voir quelqu'un qui n'a même pas dépassé d'un jour. Pourquoi cette haine? Qui peut conduire un pays dans une telle atmosphère? On va y arriver, monsieur le ministre. Non, on ne va pas y arriver. Je vous démontre qu'il y a une agitation qui est fondée sur la haine. Ce n'est pas un sentiment sain. Parlez de ceux qui ont déjà dépassé. Pourquoi vous acharnez sur quelqu'un qui n'a même pas encore dépassé d'une seconde? Suffrage indirect moins coûteux. Suffrage direct coûteux. Naturellement. Aujourd'hui, vous pensez qu'aujourd'hui on doit sacrifier justement la population congolaise par rapport à ces doutes, justement à cause de l'argent, parce qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas le gouvernement ne peut pas mobiliser un budget. Justement, le fait qu'aujourd'hui le suffrage indirect crée des débats partout et ça crée les doutes aujourd'hui. Vous ne pouvez pas faciliter la tâche. Soyez clair. Non, excusez-moi. Allez-y. Vous parlez de la population. Vous l'avez consulté quand? Il y a eu un référendum, mais la population vous a dit que ça nous pose un problème. En tout cas, là, ce sont mes investigations personnelles, monsieur le ministre. Là, ce sont mes investigations personnelles qui ont révélé, c'est là que la seule proposition de la CENI fait à ce qu'aujourd'hui, il y ait des doutes. Vous parlez de la classe politique ou de la population? Quel abus de langage! Vous parlez de mon grand-père qui est au village ou de la population, ou de vos clients qui viennent ici dans les radios comme moi, nous, vos clients des radios et des télévisions. C'est nous la population maintenant? C'est une usurpation de qualité. Pourquoi on a créé le référendum? On a créé le référendum pour consulter les populations. Mais si nous estimons que ce que nous disons... Excusez-moi, si vous estimez que ce que nous, les politiques, nous disons représente la population, supprimons le référendum. Pourquoi créer des élections? Cela représente aussi une partie de la population. Mais laquelle? Cela représente aussi une partie de la population qui soutient le point de vue de ces gens-là, de ces politiques-là avec qui vous allez aller aux élections. Pourquoi ne pas les rassurer dès le départ? Soyez professionnels. Une partie de la population, laquelle? Je ne peux pas imaginer un journaliste professionnel qui me parle d'une partie de l'opinion et qui ne me présente aucune statistique. C'est votre point de vue, monsieur le ministre. Je suis un professionnel aussi. Vous devez appuyer vos déclarations par des données. Quand est-ce que vous avez fait l'enquête d'opinion? Où sont les statistiques? Où sont les résultats? Dites tel acteur politique dit ceci. Je vous suivrai. Puisque même dans l'opposition, ils sont divisés. Alors ne faites pas des abus, des amalgames, juste pour donner raison à tel ou tel autre. Ils sont divisés parce qu'aujourd'hui, les autres ils sont de votre côté. On va évoluer, monsieur le ministre. Alors, pourquoi n'est pas rassurer justement ces politiques avec qui vous allez aller aux élections? Aujourd'hui, les doutes sont créés en créant justement, en proposant, en donnant des propositions. Pourquoi la Commission électorale nationale indépendante ne donne pas de propositions?
propositions qui cadrent avec la Constitution. Pourquoi? Madame, allez-y. Puisqu'il y a deux propositions, s'il y en a une qui fait problème, c'est que l'autre n'est pas problématique. Alors, où est le tremblement de terre? L'autre, c'est laquelle exactement? Mais la deuxième, celle qui consiste à laisser les lois telles qu'elles sont aujourd'hui, ne rien modifier, mais accepter qu'il y ait un décalage en ce qui concerne le déroulement du processus électoral. Au lieu d'arrêter tout en 2016, il y a un dépassement vers au-delà de 2016. C'est ce que l'abbé a présenté. Alors discutons de cela. Comment est-ce que vous prenez deux hypothèses, vous dites on rejette l'une, vous ne parlez pas de l'autre, et vous dites non, il y a le désespoir, etc. Vous ne proposez pas autre chose. Il y a autre chose qui a été présentée. Pourquoi vous n'en parlez pas? Si le politique, aujourd'hui, les politiciens de l'opposition n'étaient pas vigilants aujourd'hui, la première hypothèse allait être validée. C'est vous qui le dites. Oui. C'est vous qui le dites. C'est leur vigilance aujourd'hui qui fait à ce qu'aujourd'hui, la première hypothèse soit bannie. Je suis désolé, mais vous déformez les faits. Monsieur l'abbé Malou Malou n'est pas allé au Parlement pour dire qu'il vient avec une hypothèse et qu'à la suite du débat au Parlement, il est en train d'abandonner cette hypothèse. C'est faux. Je ne sais pas si vous étiez là. Mais monsieur l'abbé Malou Malou est allé au Parlement avec deux hypothèses. Moi, j'ai reçu des copies, je suis ministre chargé des relations avec le Parlement. Ce que vous dites là est totalement faux. Qui vous a dit qu'il est allé avec une seule hypothèse et que n'eût été la vigilance de l'opposition, c'est cette hypothèse-là qui serait impliquée? Vous partez de quoi pour dire ça? Donc cette hypothèse-là sera maintenue. Cette hypothèse-là sera maintenue. Donc modifier l'article 197. Excusez-moi. Vous partez de quel fait pour dire que l'hypothèse de M. Malou Malou, qui demande que les gouverneurs soient élus et les députés provinciaux au suffrage universel indirect élargi, allait être retenue et pas l'autre? Quel est le fait? À part les jérémiades de mes amis d'opposition, vous vous basez sur quoi? Vous êtes journaliste, vous n'êtes pas de l'opposition. Alors, il faut cesser de répéter uniquement ce qu'une partie raconte, aller aux faits. Les faits, c'est qu'il y a eu deux hypothèses. On s'attaque à l'une. Bon, nous discutons. Mais pourquoi vous faites semblant d'oublier qu'il y a une autre? Pourquoi vous ne démontrez pas le mal qu'il y a dans l'autre? C'est ça le problème. La mauvaise foi de mes frères de l'opposition. Et de toute façon, personne n'a décidé. Et M. l'abbé Malou Malou n'a pas de décision à prendre. M. l'abbé Malou Malou n'est pas législateur. Le législateur, celui qui peut modifier un texte de loi ou qui peut réviser une disposition révisable de la Constitution, c'est l'Assemblée nationale. Donc, c'est l'Assemblée nationale. Une disposition révisable, alors... Oui. Où est le problème? Oui. Il y a aussi interdiction à réviser une disposition révisable? Pour vous, on ne peut pas réviser une disposition Monsieur le ministre, il n'y a pas interdiction. Mais alors, quel est le problème? Jusque quand on va commencer à modifier la Constitution avant les élections? S'il vous plaît, en 2011, c'était la même chose. C'est-à-dire, on a révisé l'article 71. Excusez-moi, je ne suis pas venu discuter de vos états d'âme. Nous parlons c'est votre point de vue, monsieur le ministre. Mais non, je ne peux pas venir ici discuter des états d'âme d'une personne. C'est votre point de vue. Je viens ici parler de la volonté du peuple souverain, qui est inscrite dans la Constitution. Est-ce qu'au terme de la Constitution, il y a un problème à réviser une disposition de la Constitution? Mais à chaque fois, vous allez commencer à réviser la Constitution, monsieur le ministre. Mais si les dispositions sont révisables, vous êtes qui pour être plus souverain que le peuple? Toujours avant les élections. Qui a dit qu'en dehors de 1, 2, 3, il y a 8 points qui sont bloqués. Vous faites de la confusion. Il y a 8 points qui sont bloqués dans l'article 220. Le peuple souverain a dit, en dehors de ces 8 points, on peut réviser la Constitution à condition de demander au peuple. Alors, vous êtes qui pour venir me dire ici, jusqu'à quand c'est cela? 600 000 Congolais décident qu'on doit réviser. Vous êtes qui pour refuser? Excusez-moi. Monsieur le ministre. Mais je n'ai pas fini. Allez-y, finissez. La Constitution dit 100 000 Congolais peuvent prendre l'initiative pour réviser les dispositions révisables. Vous êtes une Congolaise et vous dites qu'on ne peut pas réviser? La Constitution dit le président de la République peut, s'il estime que telle disposition est révisable, il peut initier une révision dans les dispositions révisables. La Constitution dit le gouvernement, par une décision délibérée en Conseil des ministres, peut décider de mettre une disposition révisable de la Constitution en débat pour la révision. La Constitution dit 50 parlementaires peuvent décider par une pétition de mettre aux délibérations une disposition révisable de la Constitution. Alors vous, madame, vous dites non, moi je refuse. Est-ce que la Constitution vous a donné ce droit-là? Donc on n'est pas là pour parler des états d'âme. Il y a 70 millions de Congolais, madame. Il y a 70 millions d'états d'âme. Nous voudrons être rationnels. Si nous sortons de la Constitution, la rationalité, madame, c'est la Constitution. Ce n'est pas ce que vous pensez ou ce que moi je pense.
Alors discutons à ce niveau-là. On va discuter à ce niveau-là. Voilà. En 2011, on a révisé l'article 71. C'était pas non révisable. Où est le problème? Bien sûr, c'était révisable. On va évoluer. Maintenant, on tend vers la révision de l'article 197. Oui. Monsieur le ministre, quel est le problème? Avant l'organisation de chaque élection aujourd'hui, on va commencer à réviser les articles. Et vous croyez que nous sommes le seul pays dans ce cas? Même en France, on continue à réviser. La loi électorale est toujours révisée. Il n'y a pas un seul régime qui vient au pouvoir en France sans revoir la loi électorale. La démocratie est consolidée là-bas. Oui, ici, on a encore une jeune démocratie. Oui, nous la consolidons. C'est ça la différence, justement, monsieur le ministre. Vous n'allez pas me dire que l'exemple de la France est un contre-exemple. Vous tous, vous êtes en train de piaffer devant ces vieilles démocraties. On n'est pas en train de piaffer, monsieur le ministre, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Notre démocratie est encore jeune. Aujourd'hui, le doute règne encore dans les cœurs, justement, des Congolais qui ont peur, justement. Vous savez très bien que peur, justement, des faits, des réalités. Je vais vous expliquer. 2011, vous avez vu... Je voudrais que vous répondiez à votre propre question. Monsieur le ministre... Les gens ont peur de respecter leur constitution. Monsieur le ministre, laissez-moi parler, vous allez comprendre. En 2011, vous avez vu comment les élections se sont déroulées dans ce pays. Mais ce n'est pas la révision. Il y avait beaucoup d'irrégularités, un désordre sans fin. Vous avez vu. Vous n'êtes pas capable de me démontrer. Et aujourd'hui, Joseph Kabila continue à être contesté. Est-ce que je peux vous répondre? Vous n'êtes pas capable, tel que vous êtes là, de me prouver le lien qui peut exister entre la révision qu'on a faite et les désordres que nous avons nous-mêmes dénoncés. Ça n'a rien à voir. Strictement rien à voir. C'était ça le Une administration électorale a mal fonctionné. Le départ posait déjà de problème. Est-ce que la faute c'est à la loi? Le départ posait problème. La faute n'est pas à la loi, non. Et puis vous avez vu la faute n'est pas à la loi. Des groupes de citoyens manipulés par d'autres citoyens ont exercé des violences sur d'autres citoyens. Vous croyez que c'est la loi, c'est la Constitution qui leur a dit d'aller taper des gens, de brûler les urnes en Mbujimaï, de tuer quelqu'un à Kananga? Vous croyez que c'est la Constitution qui leur a dit de faire ça? Les criminels, quand ils commettent des actes, c'est la loi qui les pousse. Ils violent la loi. Ils violent la Constitution. Alors ne mélangez pas tout. Ne mélangez pas tout. Le départ de chaque processus annonce déjà la fin de ce processus. Le processus commence toujours par la loi. Et ce n'est pas, vous n'allez pas me dire que la loi est responsable des mauvais comportements des gens qui la violent. Ça, c'est vraiment une lecture complètement tirée par les cheveux. Quelqu'un viole une loi, la faute c'est à la loi. Non. Et donc, la faute est à lui. C'est lui qui, connaissant la loi, l'a violée. Alors ne retournez pas maintenant les responsabilités. C'est la loi qui est mauvaise, ce n'est pas le délinquant. Qu'est-ce que vous racontez là? Vous pensez qu'aujourd'hui c'est loyal ou c'est respectueux d'aller avec des politiques qui ne croient pas en vous, qui ont peur justement d'être victimes encore des tricheries qu'ils ont dénoncées en 2011. Voilà pourquoi ils se comportent ainsi. Il ne faudrait pas regarder moi, il faut regarder ces politiques-là. Soyez réaliste, je ne fais que rapporter les faits. Non, soyez réaliste. Le jour où ces politiciens croiront en nous, le jour où ils seront d'accord avec tout ce que nous faisons, il n'y aura plus d'opposition. Il y aura unanimité dans le pays. Pourquoi alors organiser des élections? Nous devrions rester au pouvoir ad vitam aeternam. Il y a des oppositions. Chez nous, ça va jusqu'à des remises en cause ad hominem. C'est une déviation, mais acceptons le débat comme quelque chose qui est de sens démocratique. Acceptons la contradiction comme faisant partie de la démocratie. Même si le président de la CENI ne rassure pas. Ne dramatisez pas la contradiction. C'est normal. Le président de la CENI n'est pas Dieu. Puisque même Jésus, le Fils de Dieu, il est venu ici, il y a des gens, parmi les hommes qu'il est venu sauver, qui l'ont crucifié. Ce n'est pas l'abbé Malumalu qui va faire l'exploit d'être aimé par tout le monde. Ne dramatisez pas, madame. Voyez ce que la loi dit et essayons d'encourager nos gens à fonctionner selon les principes de la loi. Et nous aurons un vrai état de droit dans notre pays. C'est ça la solution. Ce n'est pas de croire que tout le monde va dire Amen à tout ce qui se fait. Ça individuellement, le gouvernement ou la majorité présidentielle ne se sont pas lésés. Aujourd'hui, l'UDPS a fait une déclaration pour déjà dire qu'elle ne va pas participer déjà à ces élections, monsieur le ministre. Est-ce que vous pouvez me rappeler la dernière fois que l'UDPS a dit une déclaration positive vis-à-vis de notre régime? Est-ce que ça a existé un jour? Jamais de la vie. Même quand elle a participé aux élections, c'était pour faire ce que je viens de vous dire à Mbujimaï, à Kananga, même ici à Kinshasa, des gens ont été molestés. Donc je vous dis, considérez la contradiction comme faisant partie inhérente de la démocratie. Il ne faut pas dramatiser. Monsieur le ministre, dès le départ, c'est ça le problème, dès le départ, les gens commencent déjà à... Mais est-ce qu'il y a eu un jour, moi je vous dis, est-ce qu'il y a eu un jour où ça a été autrement? Est-ce qu'il y a eu un jour où ça a été autrement? Ça a toujours été comme ça. Mais alors, où est le problème? Ce n'est pas la faute de la loi.
C'est les individus qui doivent évoluer. Ce n'est pas la loi. Nous avons eu toutes sortes de lois. Les réactions ont toujours été les mêmes. Si les gens s'installent dans la contestation rituelle, même une contestation d'une élection qui n'a même pas encore commencé, vous comprenez bien qu'il y a peu à faire. Sauf si eux-mêmes acceptent de changer le fusil d'épaule. Aujourd'hui, puisqu'on parle de 2016, de perspective de 2016, Lambert Mende, Vital Kamerhe, que vous connaissez, qui a eu des problèmes avant d'aller faire sa caravane de paix, il a finalement réussi à faire cette caravane de paix qui a été un succès, qui a été un succès énorme, mais les agents qui sont censés de mettre de l'ordre sont venus mettre du désordre. En tout cas, ça, c'est une source qui est venue. Les agents de l'ordre qui sont venus, justement, disperser la population. Est-ce qu'il n'y a pas de contradiction là? Ça s'est très bien passé, puis les agents sont venus mettre du désordre. Qu'est-ce que vous voulez dire? Allez-y, monsieur le ministre. Où ça s'est bien passé? Vous êtes en train de ça s'est bien passé? Exactement ce que nous voulons. Il y a eu du désordre, donc ça ne s'est pas bien passé. Alors c'est quoi? Sur quoi dois-je répondre? Parce que vous étiez jaloux, peut-être. Non, sur quoi dois-je répondre, de ce succès. Vous avez vu, il a pu quand même mobiliser une grande partie de la population de l'Est, et vous avez envoyé des policiers vous êtes venir. Dans la confusion. Vous avez dit il y a eu succès, ça s'est bien passé. C'est votre point de vue. Maintenant vous dites qu'on a perturbé. Les téléspectateurs comprennent facilement, comprennent parfaitement ce que alors je n'ai rien à dire à ce sujet-là. Puisque je ne sais pas à quoi je réponds. Je réponds au fait qu'il y a eu du succès, donc nous avons laissé faire un succès, ou que nous avons empêché le succès de se faire. Avez empêché, à quoi est-ce que je réponds? Vous avez empêché justement Vital Kamerhe faire exactement ce qu'il est venu faire. Voilà, c'est ça la question. Je ne peux pas répondre à votre question, s'il vous plaît. Allez-y. Vous savez très bien qu'il était allé faire une caravane de paix, s'il vous plaît, monsieur le ministre. En provoquant des policiers, en insultant le camp qui a gagné la guerre, en insultant le président qui a mené les opérations militaires pour chasser cette guerre qu'il est soi-disant allé saluer la victoire de la République. C'est ça la caravane de la paix? En provoquant des policiers, en molestant des policiers qui sont à l'hôpital jusqu'au moment où nous parlons. De quoi parlez-vous? Il y a 20 policiers, madame, à Bukavu, qui sont à l'hôpital. Vous croyez qu'ils se sont infligés des plaies à eux-mêmes? Il faut savoir de quoi vous parlez. Il y a 20 policiers qui sont à l'hôpital au moment où je vous parle. Vous parlez de quoi? Alors, on vous a dit qu'il y a eu des morts. Il n'y a pas eu un seul mort. Vous parlez de quoi? On a perturbé quoi? Il a insulté le président. Pourquoi? Lorsque la population disait vomi, la poussière, il réclamait que les routes n'étaient pas asphaltées, etc. Et qu'il a promis... Vomi, c'est quoi? Allez-y. C'est les travaux. Vous croyez que si on aménage le boulevard des Huileries ici, devant votre immeuble, il n'y aura pas de la poussière? Et puisqu'il y a de la poussière, on ne peut pas faire des travaux? Il ne faudrait pas comparer la poussière. Mais c'est ce qui se passe à Goma. C'est ce qui se passe à Voumi, c'est le travaux. À Bukavu, allez-y. Je vous parle de Goma. Bukavu a déjà quelques artères bien asphaltées, jusqu'à l'aéroport. Vous avez quelque chose qui ne s'est jamais fait depuis le départ des Blancs. Alors il ne faut pas raconter des histoires. Je sais qu'à Goma, les travaux ont duré plus que prévu, et il y avait de la poussière, parce qu'on avait décapé la chaussée. Et donc ça provoquait du vomi exactement. Mais maintenant, on a repris les travaux, ils sont en train de se faire. De quoi est-ce qu'il parle? C'est pour ça qu'il est allé? Pour faire crier aux gens vomi? Nous pensions qu'il est allé saluer la victoire de ses frères et de ses sœurs de FRDC. Au lieu de cela, il est allé pratiquement cracher sur eux, en disant aux gens la victoire, quelle victoire, on ne mange pas, il y a les vomis, etc. C'est ça la caravane de la paix. Vital Kamerhe vous fait peur, donc, monsieur le ministre, pour l'alternance de 2016, je vous regarde dans les yeux et je vous demande, un élève qui a 7% peut faire peur à un autre élève qui a eu presque 50%? Depuis quand? C'est le monde à l'envers. On vous accusé, c'est le monde à l'envers. De tricherie. Mais je vous ai répondu. 7% contre 42%. Bien sûr, le mauvais élève... 42% entre guillemets, d'après... 48%. 48% entre guillemets, mais le cancre vous dira toujours que le premier a triché. Vous n'avez pas été à l'école? Le cancre, le dernier, il va dire Barbara a triché, c'est pourquoi elle a 80% et que moi je n'en ai que 20%. Quand son père essaie de lui remonter les bretelles, c'est aussi vieux que le monde. Que Kamerhe dise qu'on a triché, il a eu 7%, il n'est pas content. Il aurait voulu avoir peut-être 37 ou 47%. Il ne les a pas eus. Il jette l'opprobre sur celui qui a gagné. On connaît ces mauvais perdants. Donc n'allez pas me jeter cela au visage. Cela n'a été confirmé par aucun tribunal. Il est allé à la Cour suprême. Il n'a même pas brandi un seul procès verbal. De quoi est-ce que vous parlez? Parlons des faits. Ne parlons pas des états d'âme. Sa requête a été jugée recevable non fondée. Mais il n'a présenté aucune preuve. C'était ça la raison? Absolument. Alors, monsieur le ministre, est-ce que vous lui avez envoyé une lettre pour libérer la maison là où il occupait, ici à la Gombe? Plus de 7 correspondances, je peux vous les produire.
c'est quelque chose qui m'attriste. Parce que M. Caméré est une personnalité qui mérite d'être respectée. Il a été ce qu'il a été, numéro 2 dans ce pays. Depuis quand il a dirigé même ce ministère que je dirige aujourd'hui. Donc il est digne de respect. Depuis quand vous avez commencé avec ces correspondances? Depuis 2010, madame. Il y a 4 ans. Il y a 4 ans que le ministère de l'Urbanisme et Habitat, qui gère ces immeubles et qui a mis cet immeuble à la disposition de mon ministère, lui a écrit pour lui notifier la fin de ce qu'il appelait un bail. C'était même pas un bail, il s'est arrangé. Paradoxalement, on continuait quand même à percevoir les loyers. Hein. Mais c'était un tricheur. On continuait quand même à percevoir. Il a été victime d'un tricheur de l'État. Il a été victime de l'État congolais. Absolument. De votre gouvernement. Oui, qu'il le cite, nous allons l'arrêter. Qu'il le cite, nous allons l'arrêter. Personne n'avait le droit de percevoir un loyer sur un immeuble de fonction du ministère des Médias. Depuis 2010, M. Caméré avait reçu une lettre lui disant « Si vous payez à quelqu'un, arrêtez parce que nous mettons fin à votre bail. Et nous, ministère de l'Urbanisme et Habitat, nous vous donnons un bail de 3 mois qui est forclos au mois de mars 2011. » J'ai cette lettre, M. Caméré a cette lettre parce qu'il a même réagi en disant qu'il n'est pas d'accord avec ce point de vue, mais ça c'était son point de vue. Et alors, depuis mars 2011, mars 2012, mars 2013, et maintenant, nous sommes en mars 2014. Et lorsque nous décidons de reprendre notre bien, vous pouvez dire vraiment que nous avons manqué de patience ou de respect envers M. Caméré? C'est tout sauf ça, madame. Monsieur le ministre, est-ce que c'était à vous, en tant que ministre des Informations, d'envoyer la lettre, ou c'était au ministère de l'Urbanisme d'envoyer cette lettre? Si vous allez avec ce micro en reportage, et qu'un de vos confrères, par inadvertance, le prend, vous attendrez que M. Chabani lui écrive pour récupérer le micro? Vous lui direz, donnez-moi mon micro, le micro de Congo Web. Je suis ici représentant de Congo Web. Alors, on met un immeuble à la disposition de mon ministère. Qui voulez-vous qui réclame cet immeuble, à part le ministre de ce ministère-là? Dites-moi. Qui doit le faire? Je l'ai fait depuis 2010, ça n'a pas été fait. Et maintenant, en 2014, en désespoir de cause, j'ai écrit aux autorités judiciaires et aux autorités de la police pour qu'on puisse remettre le ministère dans ses droits. Et c'est la police qui est allée lui notifier qu'il fallait absolument qu'il libère parce qu'on a tel autre élément. Et c'est lui-même qui a retiré ses effets. Aucun policier n'est allé le forcer. Il a eu la dignité de retirer lui-même ses biens. Et c'est la police qui m'a amené les clés. Donc on n'est pas allé le chasser comme monsieur tout le monde. Non, on est allé là-bas pour lui demander de libérer la maison le même jour. Et c'est interdit. Le même jour, monsieur le ministre. Depuis 2010. Pourquoi ne pas lui laisser... Excusez-moi, depuis 2010, si on vous dit de libérer en 2014 le même jour, c'est un problème? S'il se respectait, il serait parti en 2011. Qu'est-ce que vous racontez là? Est-ce que vous savez de quoi il s'agit? Alors, monsieur le ministre, vous pensez que tout cela, c'est des coïncidences aujourd'hui? On lui a demandé de libérer la maison le même jour pour partir déjà à l'aéroport de Ndolo. Il y avait une complication. À l'aéroport, s'il vous plaît, à l'aéroport de Ndili. Pourquoi vous me posez des questions? Pourquoi on sort de l'affaire du ministère des Médias pour l'aéroport? Vous croyez que moi, j'ai la tutelle sur l'aéroport? Posez la question au ministre des Transports, il vous dira ce qui s'est passé à l'aéroport. Vous m'avez posé la question sur la villa du ministère, je vous ai répondu. Pourquoi vous voulez mélanger tout? Vous croyez que tout dans la vie de M. Caméré est lié à ma personne? Parce que les avertis pensent que c'était un coup monté justement pour le déstabiliser. Les avertis sont victimes de l'illusion du savoir immédiat ou de la mauvaise foi. Vous comprenez? J'ai appris même qu'un retard d'un avion qu'on devait refueler à Kisangani, mettre du carburant, c'était attribué par M. Caméré et son parti au président Kabila. Parce que ces militants attendent, il faut retarder l'avion. Mais mon cher ami, vous connaissez le coût d'une heure de chômage pour un avion qui ne vole pas? Et l'État va dépenser tout ça parce que quoi? Quelqu'un qui a eu 7%, nous allons dépenser tout cet argent. Donc il ne vous fait pas peur finalement en 2016? Mais pourquoi nous ferait-il peur? Nous sommes la première famille politique de ce pays. Pourquoi nous ferait-il peur? Nous avons des assises que lui n'a pas. Pourquoi nous ferait-il peur? C'est un des nôtres qui est sorti, qui est même rejeté par ses frères qui sont de l'opposition. Une première famille politique qui a pour autorité morale Joseph Kabila, qui doit nécessairement partir en 2016. Mais quel est le problème? Une famille politique, c'est une famille politique. Vous croyez que quand on a voté pour moi, chez moi, comme député, les gens voyaient le visage du président Kabila? Nous sommes une famille politique.